Bonjour à tous. Donc je suis Pascal Roudy, le responsable du Centre national d'alerte au tsunami au CEA. Et je vais vous présenter donc donc dans 2 secondes, je vais vous présenter les activités du Centre d'alerte au tsunami. Alors j'ai déjà fait des présentations sur le thème via des posters ou via des présentations orales dans le passé dans différents séminaires FMAR. Je vais faire quand même un rapide résumé de ces activités-là, et puis je vous montrerai ensuite l'exploitation des données rapides, et puis surtout quelques exemples qui sont faits au niveau de ces observations et des analyses de données. Bon, donc très rapidement, le centre d'alerte au tsunami est opérationnel depuis le 1er juillet 2012. Au niveau des activités que l'on mène, évidemment tout ça, c'est à partir d'un besoin. Ce besoin a été identifié suite au gros tremblement de terre de 2004 au large de Sumatra, qui a éveillé la conscience internationale sur les risques de tsunami. On a, au niveau international, l'UNESCO chapeaute un petit peu les activités de coordination justement de ce besoin d'avoir des centres d'alerte. Et donc dans notre région Nord-Est Atlantique et Méditerranée, il y a 5 centres qui assurent cette mission d'alerte. Évidemment, une fois que tout ça a été dit, il faut vérifier quel est le besoin exact. Et donc là, vous avez une carte qui représente, chaque point là représente un tremblement de terre qui a dans le passé déjà généré des tsunamis. Alors les points rouges sont des tsunamis qui ont fait au moins 1 mètre de haut, voire plus. Et puis en orange, c'est moins d'1 mètre de haut. Donc je ne vais pas les passer tous dans le détail, vous en connaissez certains, entre autres le séisme de 1755 au large de Lisbonne, qui a fait des vagues de 10 à 15 mètres sur la ville de Lisbonne et sur les côtes marocaines. Dans le détroit de Messine, entre la Sicile et l'Italie, il y a régulièrement, à peu près tous les 100 ans, un tremblement de terre assez important qui générait des tsunamis. Le dernier en date, en 1908, a généré des vagues qui faisaient jusqu'à 11 mètres à peu près de haut dans certaines zones de la côte sicilienne. Et puis, d'autres événements, éventuellement, dans le sud de la France, enfin, dans le sud de l'Italie ici, mais qui a eu des impacts jusqu'en France, avec quelques dégâts en France. Et ce qui est intéressant, c'est que le dernier en date, c'est le séisme de Boumerdès, au large d'Alger, en 2003, qui a généré un tsunami dont pratiquement personne n'a parlé à l'époque, parce qu'il n'y a pas eu de victimes à cause du tsunami, mais il y a quand même eu des dégâts. Entre autres en particulier au niveau des Baléares, puisque les Baléares étaient pile dans l'accès d'énergie principal du tsunami. Et donc des dégâts ont été observés au niveau des bateaux dans cette zone-là. Il y a eu 200 bateaux qui ont été détruits au niveau des Baléares. Donc pas de victimes, cependant, parce que c'était en mai, de nuit, il faisait un peu frais, personne n'était sur les plages. Alors, un peu d'énergie, donc vous voyez ici, ça c'est le diagramme de rayonnement de l'énergie du tsunami, principalement les Baléares, très peu d'énergie qui va vers les côtes françaises. Alors je m'excuse pour un certain nombre de figures qui ne sont pas très visibles avec la projection, mais j'essaie de vous décrire. Donc là, on a la Corse, Sardaigne, la côte nord-africaine, l'Espagne et la France ici. Un petit peu d'énergie qui va vers les côtes françaises, et il y a eu dans 8 ports français des observations de montée et descendue du niveau de la mer d'environ 1,50 m à 2 mètres, avec quelques embarcations à l'époque qui avaient été endommagées. On n'a pas forcément tous les dégâts qui ont été enregistrés, parce que ça c'était en 2003, et donc c'était juste un petit peu avant le tremblement de terre de Sumatra en 2004, qui a éveillé un petit peu la conscience internationale sur ce problème-là, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des dégâts sur leurs embarcations, sur leurs bateaux, et qui pensaient à une petite vague scélérate, à éventuellement un coup de vent, ou un hors-bord qui était passé un petit peu trop près. Bon. Donc très rapidement, du coup, la mission du CNALT, c'est dans les 15 minutes qui suivent un tremblement de terre notable qui pourrait générer un tsunami, d'envoyer un message d'alerte à la sécurité civile française pour leur indiquer ce tremblement de terre et pour leur dire à quelle heure approximativement, alors à quelques minutes près, les vagues arriveraient sur les différents départements français. Mais le CNALT est également une mission internationale, et donc dans ces mêmes 15 minutes-là, on transmet une information à nos partenaires internationaux. Donc là, tout pays de la zone Nord-Est Atlantique et Méditerranée peuvent faire une demande d'abonnement aux messages qui viennent du CNALT. Et donc, on envoie à ce moment-là, dans ces mêmes 15 minutes-là, une information sur l'événement et sur le temps d'arrivée du tsunami sur les côtes concernées. Donc là, chaque pays qui s'abonne peut donner un certain nombre de points géographiques indiquant à quel endroit le CNALT doit donner une information sur le temps d'arrivée du tsunami dans cette zone-là.
Et puis derrière, on vérifie que le tsunami est bien en train de se propager. Donc tout ça, hein, c'est par précaution, on va dire. Le séisme est assez fort et dans une zone où il pourrait générer un tsunami. Ensuite, dans les minutes qui suivent, le tsunami est généré ou non. La taille peut être variable selon le type de source sismique. Et derrière, on vérifie évidemment si le tsunami se propage. Et donc pour ça, on a besoin de stations marégraphiques sur toutes les côtes sur lesquelles le tsunami va arriver, le plus près possible, évidemment, de la source du tsunami pour pouvoir le détecter au plus tôt. Et une fois cette détection faite, on transmet des messages complémentaires aux différents destinataires nationaux et internationaux pour leur dire oui, il y a bien un tsunami qui est en train de se propager et il atteint à peu près telle hauteur. Donc on confirme l'alerte, voire on la révise selon le type de dégâts qu'on a pu observer. Voilà, donc vous avez compris, hein, pour le centre d'alerte, nous avons du personnel, des logiciels, des infrastructures, avec du personnel formé. Nous utilisons des réseaux sismologiques d'abord pour détecter le tremblement de terre qui va générer le tsunami, marégraphiques ensuite pour détecter le tsunami qui est en train de se propager à la surface de l'océan. Et une fois que tout ça c'est fait, on fait ce qu'on appelle l'alerte montante vers la protection civile française et nos partenaires internationaux qui, eux, assurent l'alerte descendante vers les autorités locales et vers les populations. Et donc tout ça, l'envoi de l'alerte se fait en moins de 15 minutes. Et derrière, évidemment, l'alerte descendante prend en compte le fait qu'il faut mettre en sécurité les populations et éventuellement les biens. Alors, pour ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'utilisation des données marégraphiques, alors je ne sais pas ce que vous arrivez à voir avec la projection, mais donc là, vous voyez, il y a des tout petites indications des différentes stations marégraphiques qu'on utilise au niveau du CNALT. Uniquement les stations CHOM, par exemple, qui sont sur le pourtour des côtes françaises, on en a une quarantaine à peu près. Et ces stations sont vraiment très bien pour nous parce qu'elles sont en temps réel, avec un pas d'échantillonnage vraiment très bon, c'est-à-dire d'1 seconde par rapport à la plupart des autres stations marégraphiques. Et surtout, il y a un délai de transmission et que l'on récupère au niveau du CNALT d'environ 10 secondes. Ça veut dire qu'on a besoin de ce temps réel-là. On est capable de faire une détection d'un tsunami en temps quasiment réel dès que la vague arrive sur les côtes, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Alors là, évidemment, je pense que vous ne voyez pas grand-chose. Je vais vous décrire rapidement. On a ici tout un nombre de voies de stations de données marégraphiques que l'on reçoit. Alors, celles que vous voyez bien, finalement, ce sont les données du CHOM. Alors, on les voit bien parce que c'est des données à 1 seconde. Et donc, il y a beaucoup d'échantillons, il y a beaucoup de points qui sont représentés sur le graphe. Pour les autres stations ici, on les reçoit via, par exemple, le site de Véliz, hein, de l'IOC, qui collecte les données marégraphiques. Et ce qui est intéressant ici, ça, c'est le temps réel. Donc ça, c'est une prise de vue que j'ai fait avant-hier. C'est le temps réel. Et on voit que les données CHOM arrivent ici jusqu'au temps réel. Pour les autres stations, alors évidemment, vous ne voyez pas grand-chose, mais elles s'arrêtent jusqu'à 20 minutes à 25 minutes avant. Ça veut dire que pour la détection du tsunami qui est en train de se propager, dans certains sites, on ne peut le voir sur l'instrument que 25 minutes après que le tsunami ne soit arrivé sur le site. Donc pour une propagation, par exemple, qui traverse la Méditerranée de 1h15, 25 minutes, c'est vraiment très long pour pouvoir confirmer ou vérifier ce qui se passe effectivement. Donc une petite carte sur les résultats du CNALT depuis le 1er juillet 2012 où on est rentré en opération. Donc on a 45 événements qui ont fait l'objet d'une diffusion d'une information auprès des autorités nationales et également auprès de nos partenaires internationaux pour tout ce qui est Méditerranée occidentale et Atlantique Nord-Est ici. Les points rouges, là, ce sont les 4 derniers événements. Alors je dis 4 parce qu'en fait, là, il y en a eu 2 à quelques minutes d'intervalle. Les 4 derniers événements qui ont fait l'objet d'une diffusion d'informations. Alors on a différents niveaux d'alerte. Hein. L'information qui veut dire oui, il y a eu un gros tremblement de terre, mais il n'y a aucun risque de tsunami. Là, c'est très important d'envoyer ça à la sécurité civile pour éviter, par exemple, des effets de panique. Quelqu'un qui ressentit un tremblement de terre en bord de côte et qui sait qu'un tsunami est généré par les tremblements de terre, il pourrait prendre la fuite par exemple et annoncer ça autour de lui. Il y a des effets de panique, vous connaissez la plupart des plages, hein. Il y a 200 mètres de plage, un escalier qui fait 1 mètre de large, tout le monde qui se précipite dessus, ça pourrait faire des victimes à cause de ça alors qu'il n'y aurait pas besoin de le faire. Ce qui fait que les autorités locales sont au courant qu'il y a un gros séisme et une alerte jaune, ça veut dire pas de risque et ils peuvent calmer les esprits si jamais il y a besoin. Et puis une seule alerte orange donc en 2016 ici, qui était juste au-dessus de la limite, magnitude 6,2, et qui a effectivement généré un tout petit tsunami de quelques centimètres sur les côtes espagnoles et marocaines. Alors derrière tout ça, évidemment, on transmet des messages d'alerte, mais on a également des produits qui nous permettent
de vérifier l'état de la mer. Alors, sur des bases de scénarios, donc ça, ce sont des scénarios composites à partir du tremblement de terre qu'on est en train d'observer, par exemple ici. Donc ça, c'est les matrices de décision initiale. Et puis derrière, on a des bases de scénarios qui nous permettent d'évaluer un petit peu plus finement, selon la magnitude de l'événement, donc la hauteur d'eau. On fait également des calculs directs à partir de la source, dès qu'on la connaît un petit peu plus finement, des calculs directs de hauteur d'eau à l'intérieur du bassin. On fait des calculs, comme je vous disais tout à l'heure, de propagation des vagues du tsunami sur les côtes. Donc là, chaque couleur correspond à un pays. On peut rajouter des données en fonction des demandes des pays, des points en fonction de leurs demandes. Donc on a différents niveaux de zoom. Je passe rapidement. Alors maintenant, je vous montre très rapidement certaines observations que l'on mène sur ces données. Donc là, c'est le séisme d'Alboran, justement, qui a fait la petite alerte orange que je viens de vous montrer. C'était un séisme qui était quasiment en décrochement pur. C'est-à-dire un glissement horizontal au-dessous de la mer. Et en général, ce type de mécanisme ne génère pas de tsunami parce que ça ne soulève pas la colonne d'eau et donc il n'y a pas de vague qui se propage. Ben là, malgré tout, malgré un décrochement quasiment pur, on a eu un petit tsunami qui a été géré et qui a été observé sur les côtes espagnoles. Alors là, ça s'explique tout à fait. Hein, c'est-à-dire que le fond de la mer, en fait, il n'est pas complètement plat. Il y a des montagnes, des petites collines, etc. Ben, quand ça bouge, ça entraîne également une partie de la colonne d'eau. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais il y a un signal marégraphique qui descend comme ça, des toutes petites ondulations. Donc on voit à peine, c'est quelques centimètres, 2-3 centimètres de vagues de tsunami. Par contre, quand on fait des traitements, hein, des sonogrammes, hein, du spectro, quand on fait un peu de filtrage, eh bien, on voit effectivement le tsunami qui ressort à l'intérieur du signal. Alors, pourquoi est-ce qu'on regarde quand même des tsunamis qui sont tout petits comme ça, qui n'ont pas vraiment d'effet? C'est qu'un tsunami qui ferait quelques dizaines de centimètres peut avoir des effets. Même si ça ne rentre pas dans les routes, même si ça ne rentre pas à l'intérieur des terres, on a quand même ce type d'effet qui pourrait avoir lieu sur les plages. Hein. Dès que le tsunami rentre dans la plage, alors c'est quand même un courant fort, hein, on est à 30, 40, 50 km dès qu'on touche les plages. Ça imbibe évidemment tout le sol et surtout ça se propage pendant quelques minutes, de 5 à 20 ou 30 minutes dans la même direction. Ça veut dire qu'il y a des effets particuliers qui peuvent avoir lieu. Donc là, c'est un petit tsunami qui a eu lieu en Turquie en été 2017. Et vous voyez, ça a léché les plages. Alors, ça a débordé un petit peu au-delà, mais rien qu'en léchant les plages, vous pouvez avoir des effets de siphon et des effets comme ça de sable mouvant. Vous n'êtes pas prévenus, vous restez sur la plage. Ben, les enfants, les gens qui marchent dans cette zone-là ou qui sont même emportés par la vague du tsunami, eh ben, peuvent se retrouver complètement aspirés dans ce type de phénomène. C'est-à-dire que même un tout petit tsunami, quelques dizaines de centimètres par exemple, il faut vraiment se tenir à l'abri et se mettre à l'abri. Petit météo tsunami qu'on a observé également en Manche, donc là c'était en 2011. Donc c'est parti, on a vu des données qui partaient du Portugal et qui remontaient petit à petit sur les côtes atlantiques et en Manche ici. Donc vous voyez tous les différents signaux qui ont été observés, qui ont été analysés. On voit les spectres évidemment qui montrent très bien le signal dessus. Donc là en remontant le long de la Manche, donc les stations du Chaume, et puis à l'intérieur de la Manche, donc l'Atlantique et à l'intérieur de la Manche ici. Autre signal intéressant, donc une vague dans le port de Toulon en 2014. Alors là, c'était une vague quasiment unique. Voilà ce qui a été observé. Voilà. Donc vous voyez, un signal ici. Donc c'est quasiment une demi-heure de période. Et ce qui est intéressant, c'est que les ports avoisinants, Marseille, etc. autour, il n'y avait aucune vague, il n'y avait rien du tout. En revanche, il y avait un violent épisode orageux à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de grêle, plus de 10 000 impacts d'éclairs par heure. C'était vraiment un gros événement. Et quand on regarde un petit peu les cartes d'impact d'orage et autres, on voit qu'effectivement, au-dessus de Toulon, il y avait vraiment une grosse cellule dépressionnaire avec de gros orages qui étaient dans cette zone-là. Et quand on regarde la pression juste à côté de Toulon, justement, à la même heure, on voit qu'il y avait une grosse baisse de pression, après un gros saut de pression derrière, et qui peut expliquer complètement ce phénomène. Alors quand on regarde de façon plus large en Méditerranée, là, il y avait pas mal de cellules orageuses à ce moment-là. Là, par exemple, on a à Livourne en Italie, on avait également une cellule à peu près la même que Toulon, et effectivement, on voit du signal à Livourne. On en voit également du côté de Barcelone et du côté d'Ibiza, où on voyait un petit peu du signal ici. Voilà. Donc ça, c'est le type on essaie de comprendre tout ce qu'on voit sur nos marégraphes. On fait ce qu'on appelle de la discrimination. Pour être capable de reconnaître un tsunami, il faut reconnaître tout ce qui n'en est pas. Et donc, dans ce cadre-là, voilà ce qu'on fait au niveau identification. Et puis, pour finir, un météo tsunami qui a été observé l'an dernier en Méditerranée occidentale.
Donc voilà quelques images. Alors, on trouve des vidéos sur Internet hein, sur cet événement-là. Il y a eu des inondations de ports, on voit des bateaux qui sont emportés, qui sont incontrôlables et incontrôlés. Et donc ça a vraiment inondé les bords de côte dans les ports, donc au niveau des Baléares. Et quand on regarde un petit peu les signaux, voilà ce qu'on voit. Donc ici au niveau des Baléares, hein, on voit bien qu'il y a du signal marégraphique particulier qui est observé. Et quand on regarde un petit peu, alors je ne sais pas si vous voyez bien toutes les données, quand on regarde donc sur les données que l'on reçoit au niveau du CNALT, hein, donc les arrivées de vagues, on voit que ça commence du côté des côtes espagnoles ici, ça remonte progressivement vers les côtes françaises, et puis on finit vers les côtes italiennes ici. Alors quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on regarde les différents signaux, hein, donc il y a des pics effectivement qui correspondent bien à des propagations du type un petit peu tsunamigène. Et en revanche, quand on rapproche ça un petit peu des cartes météo, alors je vous ai, par-dessus le rouge qu'on ne voit pas bien, je vous ai dessiné rapidement les côtes espagnoles, françaises ici, on voit qu'il y a une progression de cellules, effectivement dépressionnaires, donc qui vont vers le nord. On continue un petit peu, là on est au sud des côtes françaises, donc vous voyez ici la Corse et le sud des côtes françaises, et qui continue à se propager vers l'est ici, en suivant donc les côtes, et derrière qui s'approche de la Corse, et puis une deuxième cellule ici qui apparaît, et qui franchit la péninsule italienne à travers, et qui arrive jusque de l'autre côté. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde plus finement derrière, on s'aperçoit qu'il y a également un petit signal sur la station d'Otranto, ici, à la pointe du talon de la botte italienne, qui est observée derrière. Et tout ça, ça a duré quand même un peu plus de... enfin, une bonne journée, puisque on en commence à peu près le 15 du côté des côtes espagnoles. Et donc tout ça, c'est un travail qu'on fait en continu. Quand on a du signal particulier sur les marégraphes, on essaie de les apprendre, de les comprendre, et donc on suit les événements, on essaie vraiment de les comprendre, de façon à pouvoir faire de la discrimination et être capable de reconnaître un tsunami de quelque chose qui n'en est pas. Alors tout ça c'est de l'observation, mais on travaille également avec des équipes de recherche qui nous donnent un influx que l'on intègre dans le milieu opérationnel. Donc là, si on peut mettre la vidéo, parce qu'elle ne se déclenche pas là sur... Voilà. Donc là, c'est un tsunami qui a été généré au Groenland en 2017 suite à un éboulement d'un flanc de montagne. Et donc il y a un tsunami qui a été observé, qui a fait des dégâts dans une ville, je ne prononcerai pas le nom en groenlandais, hein. Mais donc sur une petite ville ici qui a emporté des maisons qui se sont retrouvées emportées complètement dans les fjords. Il y a eu quelques victimes. Et ça a été enregistré par une station sismologique qui était installée sur place, où on voit très bien le signal de l'éboulement, le signal de propagation des ondes sismiques ensuite. Et puis on voit également au niveau marégraphie, on va dire, le poids de l'océan qui arrive dessus et qui, quand la vague monte, appuie sur le continent, et donc on voit très bien au niveau sismique les données qui descendent, et quand la vague se retire, on voit très bien au niveau sismique ce qui remonte. Et ça dure un certain temps jusqu'à ce que la station soit désactivée, parce qu'il y a une vague qui est arrivée sur le groupe électrogène, et donc il n'y a plus d'alimentation. Voilà, donc on travaille également avec des équipes de recherche qui nous donnent des informations sur tout ce qu'on pourrait étudier, et puis rajouter au niveau opérationnel. J'en ai terminé. Oui, bonjour, Pascal Ledu du Chaume. Au niveau de vos capteurs sismiques, vous êtes capable maintenant de savoir si jamais le mouvement a été vertical ou horizontal. Et ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous savez ce qui a été fait au niveau de la sécurité civile sur comment, justement, après une alerte de tsunami, quand je me promène sur les plages de Méditerranée, etc., je ne vois pas de panneaux significatifs qui disent bah voilà, il faut aller dans tel endroit, etc. Et je voudrais savoir ce qui a été fait, justement, au niveau de la sécurité civile à ce niveau-là, au niveau prévention. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont spécifiés pour... est-ce qu'il y a une continuité au niveau de la sécurité civile? Je comprends. Donc pour la première question, au niveau ce qu'on appelle le mécanisme au foyer, la façon dont a rompu la faille sismique, savoir si ça va soulever effectivement la colonne d'eau ou pas, pour faire le calcul et retrouver cette information-là, il faut des ondes sismiques qui sont représentatives de la taille de la faille. C'est-à-dire ces ondes sismiques qui sont un peu plus longue période et qui se propagent un petit peu moins vite à l'intérieur du sol que les premières ondes qui nous permettent de détecter très rapidement le séisme. Typiquement, un séisme qui aurait lieu du côté de Boumerdès, Nord-Algérie, les ondes sismiques traversent la Méditerranée et la France en 3 minutes. Donc là, on peut détecter très très rapidement. En revanche, les ondes un petit peu plus lentes qui permettent de localiser et de caractériser plus précisément le mécanisme au foyer sont plus lentes. Et donc, il nous faut au moins 20-25 minutes avant d'avoir ces ondes-là et de pouvoir commencer à faire des calculs.
Ce qui fait qu'au-dessous d'une demi-heure, pour l'instant, on a du mal encore à avoir des solutions fiables du mécanisme au foyer pour déterminer. Et comme nous sommes dans des bassins qui sont relativement petits, alors ça on met l'Atlantique un petit peu de côté, parce que la plupart des sources atlantiques pour les côtes françaises sont un petit peu plus éloignées, mais en Méditerranée on est vraiment très proche, puisque je vous dis en 1h15 on traverse complètement la Méditerranée. On ne peut pas se permettre d'attendre 30 minutes, 40 minutes avant de dire oui on va effectivement déclencher cette alerte, parce qu'on estime que là le mécanisme au foyer est suffisamment important. Donc on est capable de le faire, il nous faut bien 30 minutes maintenant pour avoir des solutions qui commencent à être fiables pour un événement un petit peu fort. Mais on ne peut pas attendre ces 30 minutes pour déclencher l'alerte. Par ailleurs, on a déjà des exemples de mécanismes qui ont généré des tsunamis, bien qu'ils étaient en mécanisme décrochant. Je vous parlais tout à l'heure de celui au large de l'Espagne, mais pas uniquement. Le séisme de Palu en Indonésie fin septembre, qui a fait un tsunami et pas mal de victimes, dont vous avez entendu parler certainement, mais c'était un mécanisme purement décrochant. Sauf qu'il était très proche de la côte, et en fait, la côte a emporté l'océan avec elle, et donc il y a eu les vagues qui ont été générées telles que ça. Ce qui fait que le mécanisme donne une indication sur qu'est-ce qu'on va voir derrière, mais ce n'est pas complètement suffisant. Voilà, donc ça c'est la première question. Deuxième, c'est pour l'alerte descendante. Donc nous, on envoie l'alerte montante vers la sécurité civile. Ensuite, il y a l'alerte descendante. Donc la sécurité civile travaille en permanence avec les autorités locales. Et en fait, il y a des villes qui ont vraiment pris en charge cette thématique, cette problématique de transmission de l'alerte vers les populations. Je pense particulièrement à la ville de Nice ou voire la ville de Cannes, qui justement se met en position de pouvoir réagir très rapidement. Ils ont fait des exercices en local, par exemple, pour voir les meilleurs chemins d'évacuation possibles. Et donc, ils ont fait des exercices en interne, alors sur initiation d'un message fictif du Sénalt, transmission à la sécurité civile, donc à Paris, qui transmet au niveau des autorités locales. Et la ville de Nice a pris en charge justement tout ce qui est exercice, détermination des voies d'accès, voilà. Et donc ça fait vraiment tache d'huile. C'est vraiment, de toute façon, c'est au niveau des autorités locales que ça doit être pris, parce que c'est eux qui connaissent mieux où on peut regrouper des gens, quels sont les meilleurs parcours, par exemple, pour éviter d'encombrer certaines voies de secours, certaines voies de transmission des urgences, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un processus qui est vraiment en cours. Et par contre, au niveau de la sécurité civile vers les autorités locales, là, il n'y a aucun souci. Là, c'est transmis rapidement. C'est vraiment au niveau après très local où les mairies doivent mettre en place tout ce qui va bien pour transmettre vers la population. Oui, bonjour. Éric Langlois, DGA. Je voulais savoir s'il y avait des coopérations ou du partage de savoir-faire technique de détection avec les autres centres d'alerte méditerranéens. Alors, il y a une coordination internationale qui est effectuée, qui est chaperonnée par l'UNESCO, la COI. Et donc, en fait, tous les centres d'alerte au tsunami de la zone nord-est Atlantique, Méditerranée et mer adjacente se réunissent très régulièrement et coopèrent entièrement pour s'échanger des données, pour s'échanger des méthodes, par exemple, pour s'échanger des informations sur le contenu des messages alertes, quelle est la meilleure façon de transmettre une alerte, par exemple. Et donc là, on coopère entièrement. Et entre autres, on coopère également pour les zones de surveillance. Par exemple, sur notre zone, on est 5 centres d'alerte en tout. Donc il y a le Portugal, il y a l'Italie, la Grèce et la Turquie en plus de nous. Le Portugal assure la surveillance de l'Atlantique nord-est, comme nous. Et ce qui fait qu'en fait, il y a une petite redondance. Donc un pays style l'Espagne, par exemple, qui n'héberge pas de centre d'alerte, peut demander au Portugal et à la France de lui envoyer ces messages d'alerte, ce qui fait qu'il y a un des deux centres qui a un problème technique, ce qui pourrait arriver, il reçoit au moins un message. Et puis il a deux informations qu'il peut confronter également pour se rassurer sur le résultat. Donc il y a une vraie coopération entre toutes ces démarches, on va dire. Et par ailleurs, au niveau coordination, justement, on a déterminé des critères d'accréditation qui permettent de dire qu'un centre d'alerte est digne de pouvoir transmettre une alerte. Au sens efficacité, au sens durcissement, au sens qualité des résultats, etc. Et donc ça, c'est ce système d'accréditation dans notre région est unique au monde. Il n'y a aucun autre, pour l'instant, groupe de coordination sur les tsunamis, ni dans le Pacifique, ni dans les Caraïbes, ni dans l'océan Indien, qui n'a mis en place un système d'accréditation. On est le seul endroit où l'avoir fait. Et donc tous nos centres sont passés au niveau accréditation. Le Portugal est en processus de le passer. Voilà. Oui, bonjour. Étienne Poirier à l'Université de La Rochelle, service SONEL, observation du niveau des eaux littorales. Je voulais vous demander si le CEA s'occupe de la prévision comme ça des tsunamis. C'est peut-être aussi pour le risque au niveau des centrales nucléaires. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de centrales nucléaires en France qui potentiellement peuvent être affectées par un tsunami ?
Alors l'activité du CEA pour le système de surveillance au tsunami n'a rien à voir avec aucune autre activité. Si l'État français nous a choisi pour l'assurer, c'est parce que le CEA est implanté dans le Pacifique depuis déjà plusieurs dizaines d'années pour la surveillance au tsunami, pour la surveillance de la Polynésie française. Et puis par ailleurs, nous avons la mission opérationnelle de surveillance au fort séisme, donc une mission complètement civile, que l'on mène également depuis des dizaines d'années. On est le seul institut en France à l'heure actuelle à effectuer cette mission d'alerte. Donc on a des bonnes capacités opérationnelles et on a des équipes qui sont spécialisées dans la propagation des tsunamis. C'est pour ça que l'État français a choisi le CEA. Et donc la partie surveillance au niveau des centrales nucléaires n'a rien à voir avec notre activité. Nous, on envoie vraiment une alerte montante vers la sécurité civile, et c'est la sécurité civile qui retransmet après aux différentes autorités locales, prenant en compte éventuellement différentes installations sensibles.